Bienvenue dans la vraie vie, celle d'un Parlement européen qu'on découvre corrompu par le Maroc. Le royaume chérifien est au cœur de l'enquête menée par la justice belge. Mais qu'attend-il de ses partenaires européens? Salam alaikum, Taldi Dazoul, bonjour. Bon, on va parler de corrupteurs et de corrompus. Qui est le plus coupable? Est-ce le corrupteur ou le corrompu? On sait qu'il y a beaucoup d'argent liquide et il y a les preuves donc qui circulent entre le Maroc et l'Union européenne. Mais il n'y a pas que ça, hein, comme le dit le journaliste Mrabet. Et puis il y a une autre manière de corrompre ces gens-là, de corrompre beaucoup de personnalités, autant de personnalités droites comme de gauche, ce sont les invitations un peu spéciales, entre guillemets, au Maroc, surtout à Marrakech, que nous, quelque part, on appelle la Sodome du monde arabo-musulman, la Sodome moderne. On permet à des politiciens, on permet à des personnalités françaises, hein, et pas seulement dans le monde politique, mais dans le monde des affaires ou des mondes, ou des personnalités médiatiques, de venir au Maroc faire ce qu'ils ne peuvent pas faire en France. Exactement. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est un pays, le Maroc est un pays musulman, où ce genre de pratique est prohibé non seulement par la morale islamique, mais prohibé par la loi. Alors, bon, ce qu'on sait, c'est que le Maroc jouit d'une impunité au même titre que l'entité sioniste au niveau du Parlement européen. Sa ligne de défense actuelle, c'est « vous n'avez pas de preuves », comme le dit le député marocain qui vient de venir encore au Parlement européen juste avant le vote de la résolution. On écoute ça. Ayez des preuves, ramenez-les, on est là pour en parler. Hicham Aït Mena nous explique qu'il est ici pour développer le partenariat avec l'Europe. Mais quelque chose nous dit que ce n'est pas la seule raison de sa présence cette semaine. Est-ce que votre venue n'est pas précisément liée au vote de cette résolution? Alors déjà, nous ne préparons pas les votes. Sinon, encore, on ne prépare pas les votes des eurodéputés. On n'est pas là pour faire changer ou influencer les votes des eurodéputés. Cette élue espagnole, elle, n'y croit pas une seconde. Elle veut empêcher le Maroc d'accéder au Parlement, comme on vient de le faire avec le Qatar. On sait qu'il y a déjà un réseau, on a la complicité, on a la suspicion, et maintenant, le Parlement devait interdire leur présence parce qu'ils viennent pour influencer, pour éviter aucune critique. De quelle tentative on parle? Quel eurodéputé? Nommez-en un. Bon, alors on va lui rappeler quelques preuves. Enfin, c'est un document de l'ambassade du Maroc à Dakar, par exemple, en 2014, parce que là, il y a des preuves de corruption dans tous les sens, que ce soit à la CAF, au niveau du foot, que ce soit au niveau de l'Union africaine. Et là, par exemple, vous avez une corruption, donc avec papier signé de l'ambassadeur du Maroc sur M. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères sénégalais à l'époque, qui avait reçu de l'argent, une grosse somme, pour que 3 personnes de son entourage fassent un pèlerinage. Et signé par l'ambassadeur Taleb Barada. Voilà, donc le ministre a remercié de toute sa gratitude pour ce geste. Très intéressant. Autre chose, quand le Maroc a voulu adhérer, revenir réintégrer l'Union africaine, il a aussi corrompu plein de monde. Et là, pareil, un document du Maroc, donc tous ces documents révélés par un hacker qui est Chris Coleman, régulièrement, il y en a plein des documents, si on va les analyser petit à petit. Donc là, les moyens de cette corruption, c'est enveloppes qui ont été données aux amis du Maroc au niveau de l'Union africaine. Des enveloppes individuelles de 5 000 € pour les amis dont la liste est ci-jointe, c'est-à-dire 30 pays. La liste des pays, on retrouve toujours le Sénégal en pole position, Guinée, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Bénin, Togo, Comores, Mauritanie, etc., Seychelles, tous qui sont au Conseil de l'Union africaine. Alors, on va écouter quelques députés du Parlement européen très rapidement. Et
avec le recul et l'apparition de ces affaires, de ce scandale et du lien évident avec le Maroc, il est vrai que cette Assemblée, par exemple, n'a pas adopté de résolution d'urgence qui soit critique vis-à-vis du Maroc depuis de nombreuses années. Forcément, il y a des choses qui... On se dit, il y a quelque chose qui est un peu étrange. Il y a des choses bizarres qui se passent dans ce Parlement. Et concernant le Maroc et Israël, par exemple, on m'a dit, mais tu pourras faire ce que tu veux, il n'y a pas eu de résolution et tu n'y arriveras pas et il n'y en aura pas. Mais oui, depuis le départ, il n'y a pas besoin de discuter très longtemps pour savoir que il y a des pays sur lesquels on pouvait taper, entre guillemets, facilement, et d'autres sur lesquels il était impossible, contre lesquels il était impossible de faire des résolutions. Et en l'occurrence, le Maroc et Israël en font partie. Vous pensez que désormais c'est fini, c'est derrière tout ça? Je pense que là, oui. En tout cas, je l'espère. Avec le Maroc, oui. En tout cas, avec le Maroc, oui. Il y a encore un peu de travail à faire pour d'autres pays. Tentative de corruption, mise sur écoute illégale, journaliste emprisonné arbitrairement. La résolution est sévère pour le Maroc. Mais pour cet élu de la gauche radicale, il était temps, l'Europe a été trop indulgente. Le Maroc a toujours été l'enfant gâté de la politique étrangère de l'Union européenne. Mais alors donc il y a le Parlement qui condamne, mais le Parlement lui-même, est-ce que c'est vraiment le centre du pouvoir en Europe? Est-ce que le pouvoir n'est pas ailleurs? On sait qu'il est ailleurs. Le Parlement, ça n'est qu'un appui simplement. Pratiquement, c'est un prétexte démocratique parce que ils sont élus par les citoyens de chaque pays, les députés. Mais écoutez, le peu de pouvoir qu'ils ont. Alors, déjà, le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir législatif. Donc, si on leur retire déjà le peu de pouvoir législatif qu'il a, ça voudra dire plus rien et du coup pourquoi est-ce qu'on existerait? On coopère beaucoup avec la Commission pour tous les processus législatifs, mais ce que je pense qu'il est important de rappeler, c'est qu'en termes d'affaires étrangères, on n'a pas de pouvoir législatif et ces résolutions sont des résolutions qui n'obligent pas les pays tiers à quoi que ce soit. Après, qui ne sont pas contraignantes. Voilà, on n'oblige à rien, ce sont des recommandations. Donc, vous avez le corrupteur et le corrompu qui agissent ensemble dans une organisation ou dans un État pour obtenir des avantages au profit du corrupteur, bien sûr, avec la bienveillance du corrompu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de droit, vous avez le droit, il parle de corrupteur et de corrompu, ce qui sous-entend qu'il y a un coupable et une victime. Mais il ne faut pas se tromper, le corrupteur est celui qui propose l'acte de corruption et le corrompu, il est le premier responsable car il met en acte, et en abusant de ses pouvoirs, il met en acte la corruption. Alors, voyons un peu l'organisation de l'institution Union européenne. Vous avez tout en haut le Conseil de l'Union européenne, c'est les chefs d'État de tous les pays de l'Union. Vous avez en vert les députés, c'est-à-dire le Parlement européen, et vous avez en rouge la Commission qui, elle, gère toutes les politiques de l'Union européenne. Et le vrai pouvoir, il est dans la Commission. C'est elle qui impose même aux chefs d'État et évidemment au Parlement européen qui a le moins de pouvoir du tout, c'est elle qui gère tout et c'est elle le cœur de la corruption. C'est la Commission européenne. Donc en fait, vous avez le Maroc ou tout autre État qui est archi corrompu, qui corrompt l'Union européenne, mais vous avez l'Union européenne elle-même qui est le véritable pouvoir et nous allons voir par exemple une autre chose. Vous avez la fondation qui s'appelle Euromeda, et Euromeda financée par le Maroc qui agit à fond au sein du Parlement européen en tant que lobby soi-disant, mais en fait qui agit à fond avec toute l'impunité possible, sachant qu'ils sont financés directement par le Maroc. Et dans le conseil d'administration, notamment, vous avez qui? Gilles Pargnot, le plus gros corrompu, député européen corrompu, financé à archi par le Maroc, etc. Et toute une liste, Alain Berger, Pierre-Emmanuel Quirin, etc., etc. Vous avez toujours, vous allez retrouver des Sénégalaises, évidemment, qui sont toujours en pole position, bien sûr des Marocains, Marocaines, etc., etc. Cette fondation devrait être interdite au niveau de l'Europe directement, puisque elle agit
C'est pas elle qui corrompt directement, c'est un lobby, mais cette association est une corruption en elle-même. On va revenir à la Commission européenne, que je considère comme étant le vrai centre qui est le vrai pouvoir, mais aussi le vrai centre de la corruption, puisque, en fait, la Commission européenne, qui a tous les pouvoirs, influe énormément sur les petits parlementaires, ou bien les couvre. C'est pour ça qu'ils se permettent d'avoir autant de corruption en leur sein, sans que les scandales ne sortent, à part maintenant. Mais voyons un petit peu la Commission européenne, ce qu'elle est en train de préparer actuellement. Alors, vous avez la Commission européenne envisage un nouvel accord de pêche avec le Maroc sans attendre l'arrêt de la Cour de justice. Vous savez que la Cour de justice doit se reprononcer encore parce qu'il y a eu appel comme quoi le Maroc n'a pas le droit d'exploiter les richesses du Sahara occidental sans l'accord du Polisario, du représentant reconnu à l'ONU, le représentant du peuple sahraoui qui est le Front Polisario. Donc déjà, elle est en train de négocier un nouvel accord de pêche qu'elle veut sortir là. Deuxième chose, vous avez donc, on revient aux eurodéputés qui protègent le Maroc de la crise de la corruption, actuellement. Ces parlementaires-là, qui sont donc en complices directement et sous influence de la Commission européenne, vous avez tout un tas qui ont voté carrément contre. Je vous lis pas tous les noms, il y en a une trentaine, je crois. Donc, et vous avez ceux qui se sont abstenus. Vous avez toute une liste, et vous avez ceux qui sont l'écrasante majorité qui ont été pour. Voilà. Sur le blog de Algérie Résistance 2 de Mohsen Abdelmoumen, qui est un journaliste qui fait un énorme travail, on lit par exemple la liste de ceux qui ont voté contre. Je vous invite à aller sur son blog pour avoir pas mal d'informations. Ceux qui ont voté contre, par exemple, au niveau de la France, c'est que la majorité des députés du Rassemblement national, Front National. Vous avez aussi des députés zémouristes de l'extrême droite Zemmour. Voilà. Et vous avez aussi les socialistes de l'Espagne qui ont voté tous comme un seul homme. Le PSOE espagnol a voté contre cette résolution. Voilà. Il faudra donc observer dans les prochains mois l'évolution ou non de la relation entre le Maroc et l'Union européenne. Une relation d'interdépendance qui devrait sans nul doute résister au soubresaut du scandale de corruption révélé en décembre dernier. Donc on résume. Vous voyez là cette vidéo, la suite, c'était au début du scandale un petit peu. J'avais fait cette vidéo spontanément en disant que je voyais un accord politique à cette affaire. Donc il y aura, bien sûr, c'est une bombe atomique pour le Maroc, il y aura de la déflagration, mais ce qu'on voit, quand on résume bien, on voit une commission européenne, centre du pouvoir, avec les chefs d'État européens les plus influents, France, Espagne, etc., dans l'affaire des relations maroco-européennes. On voit que ces personnes sont le vrai centre de la corruption. Et c'est contre eux qu'il faut faire vraiment la véritable pression. Parce qu'on voit qu'on a un Parlement européen qui, là, se libère, qui est obligé de voter une résolution à la majorité, alors qu'ils savent que depuis très très longtemps, depuis des 25 ans ou plus, ils savent qu'ils ne pouvaient pas parler, comme l'ont dit les députés juste avant, que vous avez entendu. Donc ce Parlement qui vote une résolution, mais qui n'est pas contraignante. Ce qu'on sait, c'est que ce Parlement a un pouvoir de contrôle sur le vrai centre du pouvoir qui est la Commission européenne. Il a un pouvoir de contrôle et c'est lui qui élit les commissaires de la Commission européenne, qui sont en fait les ministres de l'Europe, c'est le pouvoir exécutif finalement. Il les élit, ils ont le droit de les destituer, mais la véritable issue de cette affaire, c'est est-ce que le Parlement va prendre ses responsabilités à la majorité pour destituer l'un ou l'autre commissaire de la Commission européenne. Il faut toucher la Commission européenne, puisque c'est elle qui est le vrai centre du pouvoir en Europe. Voilà, et c'est pour ça que je disais qu'il y aura certainement un accord politique finalement. Mais on ne sait pas. Et là, plus le scandale grandit, plus la justice avance, plus ils pourront plus se cacher. Mais c'est aux parlementaires
européens de prendre réellement leurs responsabilités, mais il faudrait que ce soit une majorité. Voilà. Donc vous avez bien compris. Maintenant, pour finir, nous allons parler de la véritable victime de tout ça, donc la corruption que le Maroc exerce au niveau de l'Union africaine. Au niveau de la CAF, je vous l'avais montré, donc dans le foot aussi, je vous l'avais montré avec la fameuse carte du Maroc incluant le Sahara occidental qui est affichée jusqu'à maintenant à la CAF, alors que c'est totalement illégal, etc. Au niveau de l'Union africaine, au niveau de la CAF et au niveau de l'Union européenne. Qui est la véritable victime de tout cela ? C'est bien les Sahraouis, le peuple sahraoui du Sahara occidental, qui revendique à l'écrasante majorité sa demande et son envie d'autodétermination, bien que ce soit nié par les Marocains. Les Aïacha croient que les Sahraouis qui vivent sur le sol du Sahara occidental occupé adhèrent à la politique marocaine, alors que c'est archi faux, tout le monde le sait. Alors, qui sont les vraies victimes ? Ce sont les Sahraouis, et c'est le but de toute cette affaire. Nous allons observer toutes les résolutions qui ont été votées à l'avantage et illégalement donc proposées par la Commission, votées par le Parlement, est-ce qu'elles vont être mises en cause ou pas ? C'est ça, à la fin, que nous allons voir. Et c'est là qu'on pourra dire, c'est pas que la condamnation de quelques députés, Panzeri, etc., etc. C'est pas ça le véritable indicateur. Le véritable indicateur, c'est est-ce que la Commission européenne va respecter sa propre justice ? Donc sortir de la politique et de la corruption. Et est-ce que le Parlement va, par son pouvoir de contrôle, pousser la Commission à respecter la justice ? Je vous laisse avec 40 secondes sur cette question. Maslama, à bientôt. L'affaire est à suivre, bien sûr. Maslama. Autre affaire embarrassante, pourquoi l'Europe a-t-elle signé un accord de pêche avec le Maroc alors même qu'il ne respecte pas la législation internationale et notamment l'autodétermination du Sahara occidental ? Le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole revendiquée à la fois par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, le territoire est occupé aux 2/3 par le Maroc, le reste étant sous le contrôle du Front Polisario qui défend l'existence de la République sahraoui. L'ONU estime que c'est au peuple sahraoui lui-même de dire s'il veut être indépendant. Les autorités marocaines sont contre, elles tentent donc de faire pression auprès de leurs partenaires européens pour qu'ils adoptent leur position. Ce fut notamment le cas lorsqu'il a fallu négocier cet accord de pêche.